L'incendie n'a pas commencé dans la cheminée, mais dans le miroir. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Commentez et partagez votre ville. J'adore voir jusqu'où ce mystère va. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi. Commençons. Tout a commencé, comme beaucoup de choses de ce genre à Saint-Aldelme, par quelque chose de tout à fait inoffensif. Une fête de jardin en plein été organisée dans le jardin soigneusement taillé du vicaire, où les roses poussaient avec trop d'assurance pour le mois de juin et où le gâteau au citron était déjà évoqué avec révérence avant même que la première part ne soit coupée. Le révérend Simon Hargreaves, large d'épaules et amateur de métaphores liées au cricket, avait déclaré que la fête était une excellente occasion de communion et de collecte de fonds. Son épouse, Daphné Hargreaves, tout en volant et mousseline fleurie, avait disposé les banderoles avec une précision maniaque, et les tables grondaient sous un étalage de confitures, de conserves et de vins de sureau dangereusement alcoolisés. Miss Marple était bien sûr présente, assise sur une chaise en fer blanc ayant appartenu à sa grand-tante Sibylle. Elle avait son sac à tricot à côté d'elle, mais pas son tricot. Aujourd'hui, c'était le moment d'observer. Et quelle richesse d'observation le village avait à offrir. Il y avait le colonel Mortimer Ben, le visage rouge et fraîchement retraité, débordant de sa suffisance habituelle. À côté de lui, un pas en arrière et à moitié dans son ombre, se tenait sa femme, Clarissa, beaucoup plus jeune, pâle et posée comme une aquarelle trop longtemps exposée au soleil. Madame Leslie Trureau, la nouvelle propriétaire du magasin d'antiquités, était arrivée en retard, dans un tourbillon de parfums et de perles, laissant échapper des spéculations chuchotées sur son passé à Tunbridge Wells. Monsieur Gilles Marsh, ce célibataire nerveux qui gérait l'agence immobilière locale, s'attardait au stand de confiture bien plus longtemps que la décence ne le permettait, principalement parce que mademoiselle Thelma Ridgewell en était la gérante. C'est au moment où la tombola commença, tirée par le vicaire avec beaucoup de cérémonie et de confusion, que l'atmosphère changea. Un cri strident jaillit de la maison. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent au milieu des phrases. Même la main du vicaire, posée au-dessus du panier en osier rempli de noms, se figea. Daphné Hargreaves se tenait devant la porte-fenêtre, la main serrée contre sa poitrine. « C'est Clarissa » s'écria-t-elle. Quelque chose de terrible. La foule s'est précipitée en avant, à la manière des foules anglaises, polies mais inexorablement curieuses. Miss Marple se leva avec un léger soupir, tapotant son sac et suivant les autres. Le vicaire était déjà rentré précipitamment, sa femme le suivant en voletant. À l'intérieur du presbytère, le salon baignait dans une lumière estivale tamisée, et Clarissa Ben se tenait en son sens. Ou plutôt, ce qu'il restait d'elle. Elle s'était effondrée devant le miroir au-dessus de la cheminée, une main tendue comme pour toucher son propre reflet. Ses cheveux étaient en bataille, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, et sa main droite, autrefois gantée, révélait maintenant une terrible noirceur brûlée, semblait-il, de l'intérieur. Et derrière elle, sur le miroir, une longue tache de suie s'étendait vers le bas comme le coup d'un doigt invisible. La pièce sentait légèrement la soie brûlée. Le vicaire s'agenouilla près d'elle, cherchant vainement son pot. « Elle est morte » murmura-t-il en se relevant avec un effort visible. « Pardieu, que s'est-il passé ici ?» Le colonel Ben s'était frayé un chemin à travers la foule. À la vue du corps de sa femme, il resta figé. « Mais elle vient juste d'entrer » murmura-t-il. Elle a dit qu'elle avait besoin de se rafraîchir. Miss Marple ne dit rien. Elle se tenait près de la porte, à peine remarquée au milieu du tourbillon de spéculation et d'inquiétude. Ses yeux bleu pâle n'étaient pas fixés sur le corps. Ils étaient sur le miroir. Ou, plus précisément, sur la petite fissure déchiquetée qui la traversait désormais, depuis le coin supérieur gauche, comme un éclair figé dans du verre. Elle cligna lentement des yeux, comme pour classer quelque chose. Puis elle se tourna vers Madame Hargreaves, qui se tenait à côté d'elle, blême et tremblante. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, pourrais-je vous offrir une tasse de thé? Je trouve que cela détend merveilleusement les nerfs dans un moment comme celui-ci. » Et sans attendre de réponse, elle entra tranquillement dans le couloir. Le thé fut servi dans le petit salon attenant au presbytère, une pièce rarement utilisée, sauf en cas de crise ou lorsque Madame Hargreaves souhaitait afficher son goût pour les poufs brodés et les sachets de lavande. Miss Marple était assise tranquillement avec sa tasse, sirotant à peine, son esprit s'agitant derrière le doux voile d'une sérénité placide. En face d'elle, Madame Hargreaves tremblait d'émotion, sa tasse de thé tintant doucement dans sa soucoupe. «
Je n'arrive pas à comprendre comment ça a pu arriver, balbutia-t-elle. Clarissa n'est restée là que quelques minutes. C'est impossible. Peu de choses sont vraiment impossibles, ma chère, répondit gentiment Miss Marple. Improbable? Oui. Inattendu? Souvent. Mais pas impossible. Est-elle entrée seule? Oh oui. Je l'ai vue traverser le couloir. Elle m'a souri, je la trouvais un peu pâle, mais tu sais comme il faisait chaud dans le jardin. Elle a dit qu'elle ne serait là que pour un instant. Miss Marple hocha la tête. Quelqu'un l'a-t-il suivi? Je ne crois pas. Mais je n'ai pas bien regardé. Vous savez comment c'est? Les gens entrent et sortent, surtout avec la tombola. Et le pauvre révérend Hargreave, il mélangeait encore les billets. Oui, tout à fait. À ce moment-là, une voix s'éleva du hall. Le sergent Cornish était arrivé. Un homme trapu, au caractère bienveillant et à la moustache imposante, il entra dans le salon, le visage sévère, un carnet à la main. « Mademoiselle Marple, dit-il en hochant la tête. « Madame Hargreaves. Quelle affaire? J'ai demandé au docteur Featherstone d'examiner le corps. Il sera là sous peu. » Miss Marple posa sa tasse. Et le colonel Ben. Toujours dans le salon. Choqué, le pauvre. Il n'arrête pas de se demander si c'était son cœur. Mais d'après ce que j'ai vu... Sa voix s'interrompit, jetant un regard gêné vers le couloir. Quelque chose ne va pas. Miss Marple s'y leva. On pourrait peut-être aller voir la scène ensemble, sergent, si ce n'est pas trop tôt. Cornish hésitait, mais Miss Marple avait une façon de suggérer des choses qui les rendaient inévitables. Le salon avait été vidé de ses invités. Le colonel Ben était assis au bord d'un fauteuil, ses larges mains jointes, impuissantes, sur ses genoux. Son visage était pâle et inexpressif, mais ses yeux se posaient de temps à autre sur l'âtre où sa femme était tombée. Il ressemblait à un homme sorti d'un rêve pour se retrouver dans une situation terrible et réelle. Elle n'était pas malade, murmura-t-il, reconnaissant à peine leur présence. Enfin, pas vraiment malade. Fragile, oui. Sujette aux maux de tête et à la nervosité. Mais elle était forte à sa manière. Je l'aurais su si quelque chose n'allait pas. A-t-elle mentionné quelque chose d'inhabituel aujourd'hui? Demanda doucement Miss Marple. Quoi que ce soit. Il secoua la tête. Non, même si elle était plus silencieuse que d'habitude. Distante, peut-être. Mais je pensais qu'elle était seulement fatiguée. Le sergent Cornish Asavanka. Colonel, je suis désolé de vous interrompre, mais nous devons comprendre le déroulement des événements. Quelqu'un d'autre est-il entré dans la maison en même temps que Clarissa? Ben Franca les sourcils. Pas que j'ai vu. Pourtant, je venais de discuter avec M. Marsh près du comptoir de limonade. Clarissa m'a quitté, peut-être 3 ou 4 minutes avant le cri. Miss Marple examina le miroir. Il avait été nettoyé depuis le matin, sans doute par Madame Hargreave elle-même. Mais une ligne le traversait maintenant, une fissure, pas large, mais nette et filiforme. Et il y avait cette marque, une étrange tache de suie, dessinée à hauteur des yeux, se détachant sur le cadre doré pâle. Un endroit étrange pour la suie, murmura-t-elle. Cornish suivit son regard. Tu penses que c'est pertinent? Je pense, dit Miss Marple, que les gens ne laissent pas d'empreintes de suie sur les miroirs à moins qu'ils ne fassent de gros efforts pour atteindre quelque chose, ou pour faire croire à quelqu'un qu'ils l'ont fait. Avant que Cornish puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et le docteur Featherstone, soigné et précis avec sa trousse médicale, entra. Il échangea quelques mots avec le sergent avant de s'approcher du corps avec un professionnalisme serein. Ils attendirent en silence pendant qu'il examinait Clarissa Ben. Après quelques minutes, il se leva et retira ses gants. Aucune blessure apparente, dit-il pensivement. Sauf la main. Brûlée. Assez gravement, mais très localisée. Presque étrange. Un choc électrique? Demanda Cornish. Le médecin secoua la tête. Ça a dû laisser des traces ailleurs, peut-être une blessure d'entrée et de sortie, un signe de contraction musculaire. Non. Ça ressemble plutôt à un contact avec quelque chose de chaud, très rapide et intense. Et pourtant, il fronça les sourcils, il n'y a aucune source de chaleur visible à proximité. Le regard de Miss Marple se tourna une fois de plus vers le miroir. Dehors, le village commençait à s'animer. Les nouvelles circulaient, comme toujours, à une vitesse surprenante. Lorsque Miss Marple quitta le presbytère et remonta la rue principale en direction du salon de Tegringage, elle croisa pas moins de 3 groupes de villageois inquiets. La plupart chuchotaient derrière des mains gantées ou observaient derrière des rideaux de dentelle.
Au salon de thé, elle trouva une table tranquille au fond. Mademoiselle Thelma Ridgewell s'approcha, un sourire qui tremblait au coin. « Oh, Miss Marple, avez-vous entendu parler de la pauvre Madame Ben? » »« J'étais là, ma chère. » Thelma Halida. « Mon Dieu, tu crois que c'était... Enfin, il pense que c'était un acte criminel? »« Je pense, » dit Miss Marple avec un regard significatif, que lorsqu'une femme aussi jeune et belle que Madame Ben meurt devant un miroir, on doit se demander si ce qu'elle y a vu l'a effrayée, ou si quelqu'un d'autre regardait aussi son reflet. Les sourcils de Thelma se froncèrent. « Je n'ai jamais vraiment aimé ce miroir, tu sais. Ma mère disait que les miroirs ne devraient pas être face à des portes, ils laissent l'âme s'échapper. »« Une superstition, » répondit Miss Marple, sans toutefois être méchante. « Mais parfois, les gens agissent autant par superstition que par réalité. » Thelma se mordit la lèvre, baissant la voix. « Il y a autre chose, Miss Marple. Je ne devrais probablement rien dire, mais, eh bien, Clarissa Ben est venue à la boutique la semaine dernière. Elle a acheté un miroir à main. Un ancien, en argent, très beau, très exigeante, d'ailleurs. Elle a dit qu'il devait être parfait. J'ai d'abord cru que c'était un cadeau, mais ensuite elle a eu l'air. Oh, je ne sais pas, effrayée. Effrayée? Miss Marple se pencha légèrement. Qu'a-t-elle dit? Elle disait, certaines choses ne sont pas faites pour être réfléchies 2 fois. À l'époque, je trouvais ça absurde. Une absurdité poétique. Mais maintenant, Miss Marple la remercia et partit peu après. Elle marcha lentement, laissant l'information s'installer. Un miroir brisé, une main brûlée, une femme contemplant son reflet quelques instants avant de mourir. Et maintenant, ce miroir à main. De retour à son cottage de Church Lane, Miss Marple était assise près de la fenêtre, son tricot sur les genoux, intact. Son esprit parcourait les méandres de ce qui s'était passé, tirant doucement sur l'ourlet de la vérité. Clarissa Ben avait eu peur, mais pas d'être poursuivie. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait voir, ou de ce que quelqu'un d'autre pourrait voir, s'il savait où regarder. Miss Marple se leva brusquement et se dirigea vers son téléphone. Elle composa lentement, d'un ton posé. « Bonjour, mademoiselle Truro, » dit-elle lorsque la ligne fut établie. « Puis-je passer chez vous demain matin? J'ai une question à vous poser au sujet de vos miroirs. » L'air matinal était frais et embaumait légèrement le chèvrefeuille tandis que Miss Marple se dirigeait vers Truro Antique, une étroite boutique à la façade de briques nichées entre la boulangerie et l'horloger. La sonnette au-dessus de la porte tinta délicatement lorsqu'elle entra, et l'odeur à l'intérieur était reconnaissable entre mille cirage, parchemin, et une légère odeur de moisi évoquant des tiroirs tapissés de velours restés fermés depuis des décennies. Leslie Truro émergea de l'arrière-boutique avec son aplomb habituel. Elle portait une jupe anthracite, un chemisier clair à col en dentelle et une broche qui pouvait être un héritage ou une reproduction astucieuse. Son regard perçant remarqua immédiatement Miss Marple. « Ah, Miss Marple. Je viens de mettre la bouilloire en marche, entrez donc. Je me demandais quand vous passeriez. » « Alors, je suis ravi de vous épargner cette question, » répondit Miss Marple avec un sourire doux. « Vous l'avez peut-être entendu, j'étais présente hier, lors de la tragédie du presbytère. »« J'ai entendu, » dit Leslie d'un ton grave, la conduisant vers un petit coin salon encadré de hautes vitrines. « Pauvre Clarissa! Quelle beauté fragile! Pas faite pour la vie de village, si je puis dire. » Miss Marple accepta le thé offert et but une gorgée avant de poursuivre. « Vous avez eu la gentillesse de meubler de nombreuses maisons de Saint-Aldelme avec des pièces aussi évocatrices. Je me demande si vous vous souvenez d'avoir vendu un objet en particulier la semaine dernière à Madame Ben. » Leslie posa sa tasse avec une pointe de prudence. « Le miroir à main? »« Tout à fait. » Leslie se pencha en arrière, les doigts croisés pensivement. « Oui, elle était catégorique. Elle voulait voir tout ce que j'avais avec un dos argenté. Pas la vanité habituelle, remarquez. Elle ne s'est même pas regardée dans le miroir quand je le lui ai tendu. Elle a juste étudié le dos, le manche, la gravure. Est-ce qu'elle a mentionné pourquoi elle le voulait? Elle a dit que c'était pour sa coiffeuse. Mais quand je l'ai emballé, elle a dit quelque chose d'étrange. Celui-ci ne ment pas. » Leslie marqua une pause, plissant les yeux. « C'est bizarre de dire ça pour un miroir, non? À moins qu'elle ne pense que les autres l'ont fait, » dit doucement Miss Marple. Un silence régna tandis que Leslie observait son invité. « Penses-tu que cela ait un rapport avec sa mort? »« Je pense, » dit Miss Marple, « que Clarissa avait peur de ce qu'un miroir pourrait révéler.
ce qui me laisse penser que quelqu'un lui a fait peur ou que quelque chose l'a fait. Leslie hésita, puis se leva. « Attends un instant ici. » Elle disparut dans l'arrière-boutique et revint avec un petit carnet vieilli, relié en cuir et usé au coin. « J'ai acheté une malle de papier le mois dernier à la succession d'une certaine Madame Everlegh à Epsom. Surtout des déchets, des lettres, des factures, des listes de bulbes à fleurs. Mais à l'intérieur, il y avait ceci. » Elle le tendit à Mademoiselle Marple. Il appartenait à son mari, un certain Monsieur Quentin Everlegh, un collectionneur d'objets insolites, notamment de miroirs. Il prenait des notes. Vous trouverez une page marquée. Miss Marple ouvrit le livre avec précaution, feuilletant de légères annotations au crayon et des croquis occasionnels, jusqu'à ce qu'elle trouve la page marquée. Verre vénitien argent plaqué, fin du XIXe siècle. Aurait appartenu à la comtesse di Mirano. Il est réputé pour révéler non pas le monde tel qu'il est, mais le monde tel que le voit la vérité. Vendu à une dame de Tunbridge Wells en 1923. Elle prétendait que le miroir montrait la liaison de son mari. Plutôt dramatique. Il a brisé son mariage et a failli lui faire perdre la raison. Miss Marple ferma le livre. « Tu crois que c'est celui que Clarissa a acheté » demanda Leslie en baissant instinctivement la voix. « Je crois plutôt que oui, » murmura Miss Marple. L'œil de la vérité. C'est le genre de choses dont on se moque en plein jour. Mais cela peut peser terriblement sur quelqu'un d'incertain. Quelqu'un qui a des soupçons. Quelqu'un qui croit qu'on lui cache la vérité. Tu crois qu'elle a vu quelque chose dedans? Je suppose qu'elle pensait que oui. Et c'est peut-être tout ce qui compte. Sur le chemin du retour vers Church Lane, Miss Marple fit un détour délibéré par le bureau du domaine. Le soleil matinal reflétait la plaque de laiton près de la porte, portant le nom de Marsh et Trinwell, agent foncier. Elle franchit l'entrée sombre, où le claquement d'une machine à écrire résonna faiblement derrière une porte entr'ouverte. La secrétaire, une jeune femme aux cheveux comme du cuivre poli et réticente à parler à tort et à travers, l'introduisit dans le bureau de M. Marsh. Gilles Marsh se leva de derrière son bureau, raide et poli. « Mademoiselle Marple, puis-je vous aider en quoi que ce soit? J'espère ne pas être important. Je me demandais simplement comment tu allais depuis les événements d'hier. Quel choc, j'en suis sûr. » Il s'assit, lissant sa cravate déjà bien rangée. « Oui, c'était ça. Je n'arrive toujours pas à y croire. Vous étiez assez proche de Madame Ben à la fête, je crois. » Une légère rougeur colora ses joues. « Oui, on a parlé, brièvement. Rien d'important. La météo. Les lots de la tombola. Ce genre de choses. Elle semblait apprécier votre compagnie. » Il baissa les yeux. Elle était gentille. Et seule, je crois. La voix de Miss Marple était si douce. La solitude peut mener à des choses dangereuses. Des secrets. Des confessions. Des affections mal interprétées. Il leva les yeux, surpris. Le ton de Miss Marple resta ferme. Et Clarissa était très belle. Cela peut provoquer toutes sortes d'émotions dans un petit endroit comme le nôtre. Ses mains se refermèrent fermement sur ses genoux. « Je n'ai jamais, rien ne s'est passé, Miss Marple. Je te crois, dit-elle. Mais je me demande, t'a-t-elle parlé de quelque chose de troublant? » Ses yeux clignèrent. Seulement qu'elle ne faisait pas confiance à tout le monde. Que certains visages au village étaient masqués. Est-ce qu'elle a parlé de miroirs? Il hésita. Oui, en fait, elle a dit, les miroirs sont les seules choses honnêtes qui restent. J'ai trouvé ça poétique à l'époque. Miss Marple s'est levée. Vous avez été très utile, Monsieur Marsh. J'imagine que vous serez bientôt de nouveau sollicité, lorsque l'enquête officielle commencera. Il hocha la tête, l'air plus perturbé que soulagé. De retour à son cottage, Miss Marple trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte. Pas de cachet de la poste. Pas d'écriture. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier crème, écrite avec soin et précision. Elle a découvert ce qu'elle n'était pas censée voir. J'ai vu son visage après coup. Elle savait tout. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je jure que non. Aucune signature. Miss Marple le lut 3 fois. Puis elle le plia soigneusement et le posa sur son buffet, sous un vase de fleurs sauvages. En début d'après-midi, le sergent Corniche vint lui rendre visite. Il se tenait sur le pas de sa porte, un chapeau rigide à la main, l'air mal à l'aise, hésitant à interrompre son thé ou sa contemplation. « Nous avons examiné le miroir, dit-il. Aucune manipulation. Aucun fil.
rien de caché derrière. La brûlure sur sa main ne correspond à aucun objet dans la pièce. Aucun ustensile de cheminée, aucune surface métallique. C'est comme si elle venait de nulle part. Parfois, dit Miss Marple, les armes les plus invisibles sont celles que les gens portent en eux. Cornish avait l'air perplexe. Miss Marple ajusta un coussin dans son fauteuil et lui offrit un biscuit. « Sergent, saviez-vous que le colonel et sa femme avaient des chambres séparées? J'ai entendu quelque chose de ce genre. Et qu'il avait une amitié de longue date, appelons-la ainsi, avec Madame Trureau, avant son déménagement au village. » Cornish cligna des yeux. « Non, je ne l'avais pas fait. »« Ah !» D'un ton léger, Miss Marple. « Eh bien, ce n'est pas à moi de bavarder. Mais il se peut que la pauvre Clarissa, si fragile soit-elle, ait acheté son miroir pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait. Quelque chose qu'elle aurait préféré ignorer. Elle a peut-être découvert la liaison. Ou peut-être pire. Mais le soupçon seul ne tue pas. Sergent. » Cornish hocha lentement la tête. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire? »« La peur, dit Miss Marple, et le désespoir de quelqu'un d'autre pour empêcher cette peur de se transformer en action. » Il s'éleva, soudain impatient. « Tu crois qu'on cherche quelqu'un qui connaissait les intentions de Clarissa? »« Je pense, répondit Miss Marple, que nous recherchons quelqu'un qui croyait que Clarissa en savait trop. Quelqu'un qui craignait une vérité qui le détruirait. » Cornish est parti d'un pas lourd et a posé plus de questions que de réponses. Miss Marple resta assise en silence pendant plusieurs minutes, ses doigts reposant légèrement sur les accoudoirs de sa chaise. Quelque part à Saint-Aldelme, quelqu'un observait, peut-être derrière une fenêtre, réelle ou figurative, attendant de voir s'ils avaient été assez malins. Mais les miroirs ont le don de refléter bien plus que les visages. Ils reflètent l'intention, la peur, la culpabilité. Et Miss Marple, comme toujours, regardait en arrière. Ce soir-là, une brume basse s'enroulait sur les haies, adoucissant le monde en des contours flous et conférant au village un air d'irréalité silencieuse. Mais Miss Marple, assise à son bureau, ses rideaux de dentelle soigneusement tirés de chaque côté, étaient plongés dans une contemplation bien réelle. Le mot anonyme pesait lourdement sur son esprit. Il empestait la panique, un aveu n'est non de la culpabilité, mais de la terreur. Non pas le langage d'un tueur, mais celui d'un témoin. Quelqu'un trop effrayé pour parler franchement. Le message du mot confirmait ce que son instinct lui avait déjà dit. Clarissa Ben avait vu quelque chose. Le miroir, cet objet domestique faussement passif, était devenu l'instrument, non, le déclencheur de quelque chose de plus sombre qu'un simple malheur. Quelqu'un croyait qu'elle détenait un savoir susceptible de les ruiner. Elle tapota du doigt le bureau. Qui donc avait quelque chose à cacher? Et surtout, qui croyait que Clarissa l'avait découvert? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Thelma Ridgewell debout dans le crépuscule, son cardigan serré autour des épaules, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Je suis désolée d'arriver si tard, Miss Marple, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pas du tout, ma chérie. Entrez. Un chocolat chaud, peut-être ?» Thelma hocha vivement la tête et pénétra dans la chaleur du salon. Miss Marple s'occupa de la bouilloire, laissant à la jeune femme le temps de se ressaisir. « Je me suis souvenu de quelque chose, dit enfin Thelma. Quelque chose qui ne me semblait pas important auparavant. » Miss Marple s'assit en face d'elle avec une douce patience. « Vas-y, mon enfant. » C'était la veille de la fête. J'étais resté tard au salon de thé pour faire l'inventaire. Je suis sorti par la porte latérale, peu après 22 heures, et j'ai vu Clarissa. À cette heure-là, elle était de l'autre côté de la rue, près du magasin d'antiquités. Juste, debout là. J'ai d'abord cru qu'elle admirait la vitrine, mais elle ne regardait même pas à l'intérieur. Elle regardait son propre reflet dans la vitre. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Elle tenait le miroir à main, poursuivit Thelma. Elle le tenait devant son visage, puis regarda au-delà, dans la vitrine du magasin, comme si elle comparait les deux. C'est très étrange. J'ai failli l'appeler. Mais elle avait l'air si étrange. Les yeux creux. Puis j'ai vu quelqu'un d'autre arriver derrière elle. Miss Marple se pencha légèrement. Les avez-vous reconnus? Thelma secoua la tête. Pas vraiment. Grande. Elle portait un manteau, même s'il faisait chaud. Elles ne parlèrent pas, mais Clarissa se retourna brusquement, comme si elle les avait sentis. Puis elle s'éloigna rapidement, vers la place. Tu es sûr qu'ils ne l'ont pas suivie? Non. Ils sont restés là quelques minutes, à la regarder partir.
Puis ils ont fait demi-tour et ont disparu dans Church Lane. Miss Marple hocha la tête, son esprit imaginant déjà différentes possibilités. Vous avez bien fait de me le dire. Thelma hésita. Tu ne crois pas qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, n'est-ce pas? Je pense que Clarissa cherchait une confirmation. Et peut-être en a-t-elle eu plus que prévu. Après le départ de Thelma, Miss Marple rédigea un court mot et le glissa dans son sac à main. Le lendemain matin, elle veillerait à ce qu'il parvienne au sergent Cornish. Mais ce soir, elle avait besoin de se calmer et de réfléchir. Les actions de Clarissa dans les jours précédant sa mort ont dépeint une femme en plein effondrement, certes, mais pas de manière irrationnelle. Elle avait construit une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et le miroir était devenu son outil, peut-être son arme ultime. Mais qu'avait-elle vu? Le colonel Ben avait un mobile bien précis, une épouse qui se doutait trop de choses, un attachement de longue date à Leslie Truro, et peut-être le besoin d'éviter un scandale. Mais son choc semblait sincère. Ce n'était pas un homme intelligent. S'il avait tué, Miss Marple soupçonnait que ce n'aurait pas été aussi élaboré. À Lord Giles March, il avait adoré Clarissa discrètement, désespérément. Le genre d'homme qui pouvait agir imprudemment s'il était repoussé ou victime de chantage. Mais Miss Marple avait vu en lui trop de vulnérabilité, trop de dégoût de soi. Non, pas Gilles. Mais quelqu'un d'autre s'était déplacé dans l'ombre. La personne que Thelma avait vue cette nuit-là. Quelqu'un qui observait Clarissa, non par désir, mais par calcul. Le lendemain matin, la rosée ne se limitait pas à l'herbe. La nouvelle de l'arrivée de l'inspecteur grave de Caxton s'était rapidement répandue. Homme mince et austère, à l'œil vif et peu sensible aux subtilités du village, il avait déjà convoqué le colonel Ben pour un second entretien. Pendant ce temps, Miss Marple rendait discrètement visite au docteur Featherstone. Elle le trouva dans son cabinet médical, en train de classer des dossiers. Il l'accueillit avec un léger sourire et une pointe de méfiance. Il avait appris depuis longtemps que Miss Marple lui rendait rarement visite sans raison. « Docteur, dit-elle en s'asseyant soigneusement, j'ai une question qui peut paraître étrange. Venant de vous, Miss Marple, j'en doute. Une chaleur très vive et soudaine, quelque chose de localisé pourrait-elle laisser une brûlure sans flamme, quelque chose qui pourrait sembler intraçable? Il réfléchit. Théoriquement, oui. Les réactions chimiques peuvent provoquer cela. Certains composés brûlent avec des flammes invisibles. Une petite charge enflammée, par exemple de permanganate de potassium et de glycérine, pourrait produire une bouffée de chaleur intense. Mais cela nécessiterait une préparation minutieuse. Donc quelque chose qu'un chimiste ou quelqu'un avec de telles connaissances pourrait utiliser. En effet, pourquoi poses-tu cette question? L'expression de Miss Marple était fade. Par curiosité, docteur. J'ai toujours préféré la botanique, moi. Elle le remercia et partit, mettant déjà en place cette nouvelle pièce. Plus tard dans l'après-midi, Leslie Truro est apparue à la porte de Miss Marple. « Je suis désolé de vous déranger, mais je pensais que vous deviez le savoir. Quelqu'un est entré par effraction dans mon magasin. » Miss Marple la fit entrer. « Qu'est-ce qui a été pris? » « Rien, bizarrement. Mais le tiroir où je garde le registre des ventes était ouvert. Des papiers avaient été dérangés. Et le meuble où je gardais ce miroir vénitien à main, celui qui ressemblait à celui de Clarissa, n'était pas verrouillé. Mais le miroir est toujours là? Non. C'est parti. Les yeux de Miss Marple s'assombrirent légèrement. Quelqu'un voulait effacer des preuves. Pas voler un bibelot. Leslie semblait mal à l'aise. Que cherchait-il donc, à ton avis? Je soupçonne, dit Miss Marple, qu'il cherchait à effacer une trace de culpabilité. Et peut-être le moyen par lequel Clarissa l'a découverte. Le jour déclina et la soirée se prolongea. Au crépuscule, Miss Marple retourna au presbytère. Elle avait demandé au révérend Hargreaves si elle pouvait retourner discrètement au salon. Il avait accepté sans hésiter, même s'il était quelque peu perplexe. Seule désormais dans la chambre où Clarissa était morte, elle se tenait devant le grand miroir fêlé au-dessus de la cheminée. Son propre visage la regardait, pâle et ridé, ses yeux bleus fixes et scrutateurs. Puis elle fit quelque chose de curieux. Elle sortit de son sac un bout de bougie et l'alluma. Elle le tenait devant le miroir, bas, là où aurait pu se trouver la main de Clarissa. La fissure dans le verre captait étrangement la lumière, scintillant comme une fracture du temps. Mais il y avait autre chose, au dos du pare-étincelle, là où la trace de suie avait recouvert le reflet du miroir, Miss Marple voyait maintenant une légère décoloration.
Une légère traînée qui ne traversait pas le verre, mais descendait dans le foyer en pierre, à peine visible en regardant attentivement. Elle posa la bougie et toucha doucement l'intérieur du foyer. Ses doigts effleurèrent quelque chose de petit et de métallique. Un fil usé, à peine 2 centimètres de long. Une légère odeur de soufre. Miss Marple s'y retraça lentement. Clarissa avait touché quelque chose. Quelque chose qui doit être touché. Et quelqu'un de très intelligent avait utilisé cet instinct pour tuer. Il était temps, pensa-t-elle, d'inviter les acteurs du village à revenir sur scène. Demain, il y aurait du thé dans son chalet. Et le miroir, ou ce qu'il en restait, serait au centre de la performance. Le lendemain arriva sous une bruine polie, de celle qui lissait les allées du jardin et donnait aux hortensias une teinte plus intense. Miss Marple, qui ne laissait jamais une petite pluie perturber son objectif, prépara son salon avec une efficacité discrète. Elle disposa son service à thé en argent, veilla à ce que les coussins soient bien moelleux et déposa une modeste composition de marguerite et de lavande sur la cheminée. Sur la table basse, près de son fauteuil à oreilles, elle posa le miroir à main cassée, récupéré dans la boutique de Leslie Truro, sa surface fissurée, son dos autrefois magnifique terni par le temps. À 3 heures précises, on frappa à la porte. Leslie Truro arriva la première, l'air crispé par une anticipation prudente. Derrière elle, le colonel Ben, le visage tiré et lourd de chagrin, ou peut-être de quelque chose de plus complexe. Le sergent Corniche arriva quelques instants plus tard, chapeau à la main, encore légèrement humide de la marche. Enfin, Gilles Marche entra, le col mouillé et de travers, les yeux fuyant le regard des autres personnes présentes. Miss Marple les accueillit avec sa chaleur habituelle et désarmante, accompagnant chacun à sa place et offrant du thé comme s'il s'agissait d'une simple réunion du jeudi. Ce n'est qu'une fois les tasses passées et les premières gorgées avalées que son ton changea légèrement. « Je suis tellement reconnaissante que vous ayez tous pu venir, » dit-elle en posant sa soucoupe. « Comme vous le savez, j'ai toujours pensé que une conversation courtoise et patiente, est la clé de la résolution de la plupart des mystères. Bien plus utile que toutes les poudres à empreintes digitales et les livres de code. N'êtes-vous pas d'accord, sergent ?» Corniche s'éclaircit la gorge. Il y a certainement quelque chose à dire sur un point de vue nouveau. Miss Marple hocha la tête. J'ai réfléchi, voyez-vous, au miroir. Et à ce qu'il nous montre, et surtout, à ce que nous pensons qu'il nous montre. Leslie se réplaqua. Tu parles de celui que Clarissa a acheté. En partie, oui. Elle était très attirée par ça, n'est-ce pas? Elle a insisté pour avoir ce miroir en particulier, a dit Leslie. Mais je n'ai jamais su pourquoi. Miss Marple regarda le colonel Ben. Clarissa vous a dit quelque chose la veille de la fête, n'est-ce pas? Ben cligna des yeux, surpris. Je ne me souviens pas. Elle vous a dit qu'elle avait vu quelque chose, dit doucement Miss Marple. Ou qu'elle savait quelque chose. Il hésita. Elle était bouleversée, plutôt perturbée. Elle disait qu'elle pensait avoir fait une erreur en m'épousant. Il y eut un silence gênant. Et pourtant, poursuivit Miss Marple, elle n'a pas demandé le divorce. Elle ne vous a même pas affronté ouvertement. Au lieu de cela, elle a cherché une confirmation. Elle a acheté un miroir. Un très particulier. Et puis, peu avant sa mort, elle s'est mise à comparer des reflets. Un miroir à main, son image dans une vitrine, toujours en quête. Elle pensait que quelqu'un l'observait, dit doucement Gilles Marche. Elle l'a dit plus d'une fois, qu'elle sentait des regards sur elle. Elle avait raison, dit Miss Marple. Mais pas comme elle l'imaginait. Elle se leva et se dirigea lentement vers la table d'appoint. Le miroir brisé gisait devant elle, telle une métaphore attendant d'être expliquée. Hier, dans le salon du vicaire, j'ai trouvé quelque chose dans l'âtre. Une fine bobine de fil métallique, délibérément dissimulée. Elle ne faisait pas partie de la cheminée elle-même. Et lorsque j'ai parlé au docteur Featherstone, il a confirmé mes soupçons. Un tel fil aurait pu véhiculer une chaleur précise et soudaine si une petite charge d'allumage avait été utilisée. Gilles se raidit sur son siège. La brûlure de Clarissa n'était pas accidentelle, dit doucement Miss Marple. Elle a été infligée intentionnellement, une arme invisible placée derrière le miroir qu'elle a touché. Un instant de contact, et la charge a explosé. Suffisamment pour provoquer un traumatisme soudain, voire un arrêt cardiaque chez une personne déjà effrayée. La voix de Leslie, tendue et murmurante, rompit le silence. Mais qui ferait ça? C'est ce que je me suis demandé, dit Miss Marple d'une voix légère,
comme si elle méditait à voix haute. La réponse, me disais-je, ne résidait pas seulement dans le mobile, mais aussi dans les moyens. Quelqu'un ayant à la fois le désir de la réduire au silence et les connaissances nécessaires pour le faire sans laisser de traces. Quelqu'un qui savait comment manipuler un tel dispositif, une personne ordinaire ne le pourrait pas. Elle se retourna, son regard se posant non pas sur le colonel ou l'antiquaire, mais sur l'homme assis, raide, au coin du feu. « Monsieur Marsh, dit-elle, votre père était chimiste, n'est-ce pas ?» Gilles leva les yeux, la bouche légèrement ouverte. « Tu as hérité de ces journaux, je crois, » poursuivit-elle d'un ton doux. « Tu parlais souvent de la façon dont tu l'aidais dans ses expériences, de la façon dont il te laissait mélanger les choses, même enfant. Cette familiarité précoce ne s'estompe pas, n'est-ce pas ?» Il se leva brusquement, la tasse de thé cliquetant sur la soucoupe. « Je ne voulais pas la tuer. » La pièce se tut. Même Corniche resta immobile. « Je te jure, » dit Gilles, les yeux écarquillés, le souffle court. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je voulais juste l'effrayer. » Elle avait agi bizarrement. Elle disait qu'elle le dirait à tout le monde, qu'elle avait vu ce que j'avais fait. La voix de Miss Marple n'était qu'un murmure. « Et qu'aviez-vous fait, monsieur Marsh ?» Il déglutit. C'étaient les comptes de la succession. Il y a eu un détournement. Juste un petit au début, puis plus important. Et puis, elle a trouvé le registre. Elle m'a interrogé sur les anomalies. Je crois qu'elle s'en doutait déjà. Tu pensais qu'elle allait te dénoncer. Elle a dit que l'argent ne l'intéressait pas vraiment, mais qu'elle ne pouvait pas me faire confiance. Qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre en qui elle pouvait avoir confiance. Quelqu'un qui lui disait la vérité. Le miroir. Gilles hocha lentement la tête. Elle croyait que ça lui montrait la réalité, que ça révélait qu'il lui mentait. Je ne croyais pas à toutes ces absurdités, mais ça m'effrayait. Sa façon d'en parler, comme si c'était devenu plus réel que les gens. Corniche bougea, se tenant prudemment. « Tu as truqué la cheminée. » « Je voulais juste lui faire peur, » répéta Gilles. Un bref choc. Lui faire croire que le destin la punissait, ou que le miroir était maudit. Quelque chose de dramatique, de théâtral. Juste pour qu'elle arrête de poser des questions. La voix de Miss Marple était triste. Mais les gens déjà à bout de nerfs ne réagissent pas toujours comme on l'attend. Gilles se laissa retomber sur son siège. Quand je l'ai entendu crier, j'ai su. J'ai immédiatement compris ce que j'avais fait. Corniche s'avança et posa une main ferme sur son épaule. « Il faudra que vous veniez avec moi, monsieur Marsh. » Personne ne parla tandis que Gilles se laissait conduire hors de la pièce. Lorsque la porte se referma derrière eux, Miss Marple se tourna vers le colonel Ben et Leslie Truro. « Vous avez tous deux été accablés par le secret. J'espère que cela permettra un retour à la paix. » Ben semblait apoues. Je pensais que c'était moi, qu'elle savait pour Leslie et moi, et que je l'avais poussée à faire quelque chose d'horrible. Elle le savait peut-être, dit Miss Marple, mais elle n'est pas morte de chagrin, seulement de la peur d'autrui. Leslie posa doucement sa tasse de thé. Elle regardait toujours, même quand il n'y avait rien. Miss Marple lui adressa un sourire triste. Parfois, regarder est le seul moyen pour les gens de se sentir maîtres de leur vérité. Tandis que ses derniers invités s'éloignaient, Miss Marple resta près de Latz. Dehors, la bruine s'était transformée en brume, et le miroir brisé, qui captait encore les reflets du feu, restait fissuré et silencieux. Beaucoup de gens craignaient ce qu'un miroir pourrait leur révéler. Mais en fin de compte, ce n'est pas le miroir qui a révélé la vérité, mais la nature humaine elle-même. Et la nature humaine, pensa-t-elle, ment rarement. Il suffit de savoir ou regarder. Pour la plupart des villageois de Saint-Aldelme, les jours qui suivirent le départ discret de Gilles Marsh se passèrent dans les murmures et l'horreur polie, les spéculations murmurées sur les comptoirs des magasins et les théories murmurées échangées sous les chapeaux à large bord dans la file d'attente à la poste. Rares étaient ceux qui comprenaient comment l'agent immobilier à la voix douce, toujours soigné et nerveux, avait pu orchestrer une mort si délibérée, si subtile. Mais Miss Marple le savait bien, le mal était rarement celui qu'on attendait. Il portait souvent des lunettes, parlait avec retenue et s'excusait bien trop souvent. Miss Marple elle-même, cependant, n'était pas encore satisfaite. Tout s'était mis en place trop parfaitement. Non pas que Gilles fût innocent, non, il l'avait admis, et sa connaissance des produits chimiques et ses actions paniquées correspondaient aux faits. Mais l'esprit de Miss Marple, comme ses travaux d'aiguille, refusait de laisser des fils en suspens. Un nœud subsistait,
Les actions de Clarissa ces derniers jours, ses mentions répétées de « visage derrière des masques », sa fixation sur la vérité révélée par le verre, et sa décision de retourner chez l'antiquaire la veille de la fête, même après avoir acheté le miroir. Cela ne correspondait pas parfaitement à la peur du détournement de fonds. Et Clarissa, malgré sa fragilité, n'avait jamais semblé à Miss Marple être du genre à ne craindre que les questions d'argent. Elle avait besoin de voir le grand livre. Le sergent Cornish, et c'était tout à son honneur, ne protesta pas lorsqu'elle demanda à examiner les livres du bureau du domaine. Il avait fini par comprendre que l'instinct de Miss Marple, aussi familier ou errant soit-il, avait tendance à surpasser les déductions les plus logiques d'un inspecteur avisé. C'est ainsi que l'après-midi suivant, avec l'aide de Cornish, elle s'assit au vieux bureau en chêne du bureau de Gilles Marsh, examinant ses comptes méticuleusement tenus. Elle découvrit assez vite les irrégularités, une série de petites transactions détournées par de faux projets d'entretien, quelques réparations inventées par les locataires, des sommes modestes au début, qui s'enrichissaient à mesure que Gilles prenait confiance. Mais quelque chose clochait. Elle attrapa les vieux registres, ceux que Gilles avait classés au fond du placard. Et là, une curieuse inscription, datée d'un mois plus tôt, consultation et autorisation Holbrook Hollow. Une petite propriété, inutilisée depuis des années, est marquée comme récemment inspectée. Une redevance versée à EH. EH, murmura-t-elle. Cornish se pencha. Ça pourrait être un entrepreneur. Ou pas, dit Miss Marple en refermant doucement le livre. Il y a quelque chose de particulier à propos du vieux creux du large. Il a été légué à Clarissa, n'est-ce pas? C'est vrai. La maison de sa grand-tante. Elle est enfermée depuis des années. Et pourtant, quelqu'un a été payé pour le nettoyer. Cornish fronça les sourcils. Tu crois qu'elle a trouvé quelque chose là-bas? Je pense, dit Miss Marple en se levant lentement, qu'elle a trouvé quelqu'un là-bas. Ils arrivèrent au cottage l'après-midi même. Broad Hollow se dressait à l'orée du village, à moitié enfoui dans des envahissantes et caché par un lilas affaissé. Les volets étaient clos, le chemin jonché de mousse et de vieux courriers. Mais la clé était toujours aux archives locales, et quelques minutes plus tard, ils y pénétrèrent. L'air était chargé de moisis, humide et imprégné d'une odeur de négligence. Mais le salon présentait des signes de désordre récent. Une chaise avait été traînée vers la cheminée. La poussière avait été déplacée sur le buffet, et une petite tasse à thé cassé gisait près de l'âtre brisé récemment, non abîmé par le temps. Cornish vanka l'entamet, a simulant tout. Elle est venue ici, peut-être pour obtenir des réponses. Pendant ce temps, Miss Marple examinait la cheminée. Ses doigts planaient sur les traces de poussière. Un cadre avait été retiré. Elle se tourna vers les étagères, des recueils de poésie, des guides de jardinage, au fond, un mince journal sans titre. À l'intérieur, une écriture soignée marquait des dates et des lignes isolées, rien de bien révélateur, jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'entrée des 2 semaines précédant la mort de Clarissa. J'ai revu EH. Il insiste sur le fait que le passé ne peut rester enfoui. J'ai peur. Mais c'est trop tard maintenant. Miss Marple se tourna vers Cornish, l'expression plus vive. Il faut qu'on découvre qui est EH. Cornish parut mal à l'aise. Ce sont peut-être des initiales, mais personne au village n'en porte. Pas pour le moment. Alors peut-être pas pour le moment, dit Miss Marple, le regard perdu. EH aurait-il pu quitter le village, ou y revenir sous un autre nom? De retour à son chalet ce soir-là, elle s'assit avec son carnet et parcourut les noms. EH. Elle retourna au registre, établissement, déstockage d'antiquités. La formulation avait quelque chose de familier. Une tournure formelle, un peu désuète. Elle lui rappelait quelqu'un d'instruit, de pédant, quelqu'un de précis. Et puis elle a vu. Parmi les premières notes que Leslie Trureau avait partagées avec elle, il y avait un reçu pour une évaluation privée, signé E. Hargreave. Le vicaire. Pas Simon Hargreave, bien sûr, mais son frère, Edwin. L'érudit. Celui qui avait déménagé dans le nord des années auparavant après une crise de nerfs, dont on parlait rarement. Miss Marple sentit le frisson silencieux de la terreur se dérouler. Elle a appelé le presbytère dès le lendemain matin. « Révérend Hargreave, dit-elle doucement, puis-je vous demander un mot en privé? Cela concerne votre frère Edwin. Et Clarissa Ben. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Oui, dit-il enfin. Oui, je pense que tu ferais mieux de venir tout de suite. » Elle arriva, sa cape de pluie boutonnée fermement, le cœur serré,
car elle pressentait que la fin était proche. Le bureau du pasteur sentait le papier et le tabac à pipe. Il se tenait à la fenêtre, les mains derrière le dos. « Il est chez nous » dit-il sans se retourner. « Il est arrivé il y a 2 semaines. » Discreetment. Personne ne l'a remarqué. Je ne pensais pas qu'il y avait de mal à ça. Puis-je lui parler? Hargreaves hocha la tête. Il est dans la chambre de l'ancien domestique. Au bout du couloir. La porte s'ouvrit en grinçant sur un espace sombre et bien rangé. Edwin Hargreaves était assis près de la fenêtre, vêtu d'un épais cardigan en laine, les cheveux pâles, les yeux profondément cernés. Il leva lentement les yeux à l'entrée de Miss Marple. « Elle m'a vu, dit-il. Dans le miroir. Ce miroir ridicule. »« Qu'a-t-elle vu » demanda doucement Miss Marple. « Moi. Ici, dans cette maison. Elle est venue au creux, je ne sais pas comment elle l'a su, et elle m'a vu. Elle m'a demandé ce que je faisais. Pourquoi je n'avais dit à personne que j'étais de retour. » Il se frotta le front. Elle était gentille, mais elle avait peur. Elle disait que je n'avais pas le droit de me cacher, que je lui devais une explication. La voix de Miss Marple était douce. « Et vous ?» Edwin baissa les yeux. « Je n'étais pas censé être là. J'ai eu des crises. Ils m'ont envoyé ailleurs, il y a des années. Mon frère n'a jamais voulu qu'on en parle. Mais Clarissa, elle n'était pas en colère. Juste, curieuse. Elle m'a demandé si je me souvenais de sa tante. Si je me souvenais du jardin. Vous vous connaissiez avant. » Il hocha lentement la tête. Ce n'était qu'une fille. Mais oui, elle se souvenait de moi. Et quand elle m'a revu, elle a su que quelque chose n'allait pas. Elle posait trop de questions. Miss Marple s'agenouilla à côté de lui. « Tu ne l'as pas tuée. » Il la regarda, surprise. « Bien sûr que non. Je ne pouvais pas. Mais quelqu'un d'autre savait que j'étais revenu. Quelqu'un qui l'avait vu me parler. Quelqu'un qui craignait ce qu'elle pourrait dire. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Pas Edwin. Mais peut-être quelqu'un qui connaissait Edwin. Qui avait intérêt à préserver l'image de la famille. Qui risquait de tout perdre si Clarissa rendait publique la présence d'Edwin. Elle se leva brusquement. Ni Giles, ni Edwin. Mais le révérend. Elle retourna au bureau du vicaire avec une urgence soudaine. « Révérend, dit-elle doucement, votre frère n'a pas fait de mal à Clarissa. Mais vous pensiez qu'elle le pourrait. Il n'a rien dit. Vous les avez vus parler à Broad Hollow. Vous l'avez suivi. Vous craignez qu'elle n'annonce au village qu'Edwin était revenu, malade, instable, un fardeau pour votre maison et votre position. Toujours rien. Vous avez trouvé l'appareil que Gilles avait posé. Vous l'avez peut-être amélioré. Modify. Ou simplement fait en sorte que Clarissa le touche. Qu'elle meure avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Non pas à cause de ce qu'elle a vu dans le miroir, mais à cause de ce qu'elle a vu derrière elle. » Enfin, le vicaire la regarda. Il y avait des larmes dans ses yeux. « Je voulais seulement le protéger, murmura-t-il. » Miss Marple ne dit rien. Elle se retourna et sortit sous la pluie. La pluie s'était mise à tomber plus régulièrement lorsque Miss Marple sortit du presbytère, mais elle n'accéléra pas le pas. Ses pensées allaient plus vite que ses pas. La vérité, sentait-elle, avait enfin commencé à émerger, non pas avec un crescendo dramatique, mais avec un soupir de tristesse. Le révérend Hargreaves ne l'avait pas nié. Il avait simplement prononcé les mots que tant de gens prononcent lorsqu'il est trop tard, « Je voulais seulement le protéger. » Et pourtant, Miss Marple savait qu'il y avait plus. Le poids de la culpabilité dans les yeux du vicaire n'était pas uniquement dû à la panique ou à la loyauté familiale. Il était plus profond que cela, lié à quelque chose de bien plus complexe que la peur. Elle s'arrêta devant le portail en pierre du cimetière, se retournant pour jeter un coup d'œil vers les hautes fenêtres du presbytère. L'une d'elles, peut-être celle d'Edwin, était faiblement éclairée. Aucun mouvement, aucun rideau ne bougeait. Le silence semblait désormais pesant, comme si chacun dans la maison retenait son souffle. Lorsqu'elle atteignit Church Lane, son manteau était humide, mais elle resta déterminée. Elle n'avait pas pour habitude de s'attarder dans l'incertitude. Elle traversa le portail, tourna le loquet et se dirigea droit vers son bureau. La pluie claquait légèrement sur les vitres tandis qu'elle allumait la lampe et prenait une nouvelle feuille de papier. Elle commença par dresser une liste. C'était une pratique courante lorsque les détails semblaient s'étendre dans plusieurs directions. Les faits doivent être ancrés comme des papillons, soigneusement et sans préjugés. 1. Clarissa visite Broad Hollow. Elle y a rencontré Edwin Hargreaves. 2. Quelqu'un d'autre a observé cette réunion, probablement le vicaire. 3. Gilles Marsh a installé l'allumage chimique derrière le miroir. 4.
Clarissa est morte à cause de l'effet de cet appareil, mais quelque chose a changé son issue. Elle marqua une pause. Ce dernier point, quelque chose avait changé, restait entier. Gilles avait voulu faire peur, une cruelle mise en scène. Mais Clarissa était morte. Pas seulement de peur, mais d'une brûlure concentrée et précise. Beaucoup trop précise. Miss Marple avait vu le fil elle-même. Il était parfaitement épicé, bien au-delà de ce que Gilles aurait pu faire avec seulement sa mémoire et des expériences à moitié mémorisées. Cela signifiait que quelqu'un d'autre l'avait trafiqué, perfectionné, et s'était assuré que l'appareil ne se contente pas d'effrayer, mais tue. Le vicaire. Mais était-ce la fin? Non, pensa-t-elle doucement. Non, ce n'était pas vrai. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Non pas de malaise, elle avait dépassé ce stade depuis longtemps, mais parce que son esprit refusait de se calmer avant la dernière maille. Quelque chose dans les paroles d'Edwin Hargreaves résonnait encore étrangement. Elle m'a vu. Dans le miroir. Pourquoi cette phrase lui était-elle restée accrochée? Ce n'était pas seulement Clarissa qui l'avait reconnue. C'était le miroir lui-même. Que avait-elle vraiment vu? Au matin, Miss Marple rendit discrètement visite à Leslie Trureau chez l'antiquaire, demandant une fois de plus à voir le meuble, désormais vide, où se trouvait le miroir vénitien. Leslie, pâle et réservée, la conduisit sans se plaindre. « Je n'ai pas rouvert le meuble depuis le cambriolage, dit-elle. Il semble terni, d'une certaine manière. » Miss Marple hocha la tête, mais ne dit rien. Elle s'accroupit et examina le fond du velours. Ses doigts effleurèrent quelque chose de rugueux, collé au bord intérieur de l'étagère. Un bout de papier, presque plié dans la couture. Elle le détacha avec précaution. C'était un reçu déchiré, taché et à moitié décoloré. Mais elle a clairement vu le nom en haut, Clarissa Ben, évaluation, miroir vénitien en argent, état, reproduction. Reproduction? Miss Marple s'y redressa lentement. Tu m'as dit que le miroir était authentique, dit-elle sans accusation. Leslie cligna des yeux. C'est ce que je croyais. Il avait toutes les caractéristiques, l'argent, le temps. Je n'en ai jamais douté. Mais l'évaluation a dit le contraire. Je n'ai pas vu ce mot. Sa voix tremblait faiblement. Clarissa ne me l'a jamais montré. Peut-être l'a-t-elle fait faire ailleurs. En effet, murmura Miss Marple. Le miroir n'était donc pas ancien, ni magique, ni une relique au passé sinistre. C'était une reproduction moderne, bien faite, certes, mais finalement rien de plus que du verre et un fond argenté. On avait donc dit à Clarissa que c'était vrai. Peut-être par quelqu'un qui voulait la faire croire et qui lui montrerait la vérité. Quelqu'un qui encourageait ses soupçons. Les nourrissait. Le miroir était devenu son obsession. Mais cette obsession avait été implantée. La pluie reprit tandis que Miss Marple rentrait chez elle, cette fois régulière et forte, striant les vitres du village comme pour en effacer les secrets. Elle entra dans sa chaumière, retira sa cape mouillée, puis s'assit à nouveau avec sa liste. Elle barra « miroir authentique » et écrivit « fausse authenticité délibérément implantée ». Et en dessous, elle a ajouté « manipulation de la croyance ». Clarissa avait été persuadée que le miroir avait des pouvoirs. Elle avait cru qu'il lui révélait la vérité, non pas parce qu'il en avait, mais parce que quelqu'un voulait la lui faire croire. Et à qui profiterait le plus cette croyance? Pas Gilles. Il avait agi par désespoir. Pas Edwin. Il s'était caché, il n'avait pas manipulé. Mais le vicaire. Miss Marple le voyait maintenant. Non seulement la peur d'être exposée, mais un contrôle bien plus profond. Clarissa était venue le voir pour lui demander conseil. Elle était effrayée, incertaine, vulnérable. Elle faisait confiance à l'Église, Elle lui avait demandé si elle imaginait des choses. Si on pouvait se fier à son instinct. Et le vicaire ne l'avait pas rassurée. Il avait doucement, subtilement, encouragé ses craintes. Peut-être avec des sourires. Avec des phrases comme « Le Seigneur agit de manière mystérieuse ». Avec des anecdotes sur des saints ayant eu des visions, sur la réflexion et la rédemption. Peut-être avait-il même murmuré quelque chose sur le passé du miroir, quelque chose d'inventé, destiné à resserrer l'emprise de la peur sur son cœur fragile. Et lorsqu'elle avait enfin vu Edwin à Broad Hollow, sa conclusion s'était imposée. Il était la vérité cachée. Le péché était revenu. Le reflet du non enfoui. Elle avait prévu de confronter le vicaire. Et c'est ainsi qu'il avait agi. Il avait trouvé le dispositif installé par Gilles et l'avait modifié, garantissant ainsi une réaction fatale et non théâtrale.
L'outil était déjà là. Il n'avait fait qu'en améliorer la fiabilité. Miss Marple appela immédiatement le sergent Cornish. Il est arrivé dans l'heure, le visage tiré par le poids de quelque chose qu'il soupçonnait mais qu'il ne savait pas encore. « Je suppose que nous n'avons pas fini, » dit-il alors qu'elle ouvrait la porte. « Non, Sergeant. J'ai bien peur que non. » Ils retournèrent ensemble au presbytère. Le révérend Hargreaves les reçut sans surprise. Il se tenait dans son bureau, celui-là même où Miss Marple lui avait parlé pour la première fois après la mort de Clarissa. « J'espérais que cela se terminerait avec Gilles, » a-t-il déclaré. « La plupart des choses ne finissent pas là où on l'espère, » répondit Miss Marple. « Mais elles doivent finir là où elles sont vraies. I'll bless you. Elle est venue me voir pour être guidée. Tu lui as fait peur. » Elle avait déjà peur, dit-il doucement. Je l'ai simplement laissé l'explorer plus profondément. Clarissa n'a jamais été stable. Elle en voulait trop. Des réponses, toujours. Et quand elle a trouvé Edwin, tu aurais pu protéger ton frère. Je l'ai protégé. Sa voix était brisée. Tu ne comprends pas. J'ai tout donné à ce village. J'ai travaillé, servi, enterré leurs morts, béni leurs enfants. Et pourtant, le jour où la honte de ma famille reviendra, tout serait détruit. Alors tu t'es assuré que Clarissa ne parlerait jamais, dit Miss Marple, sa voix maintenant aussi douce que la pluie dehors. Il n'a pas répondu. Cornish Essevanka. Révérend Hargreaves, je crains de devoir vous demander de venir avec moi. Le vicaire hocha la tête une fois, puis se retourna lentement et ramassa son manteau. Miss Marple regarda la porte se fermer derrière eux. Il ne restait que la pluie. Elle resta longtemps à la fenêtre, le regard perdu dans l'après-midi gris. Le miroir avait disparu, les reflets s'étaient estompés. Mais elle voyait encore Clarissa dans son esprit. Désespérée, interrogatrice, fragile et surtout, humaine. Attirée par les illusions que les autres forgeaient autour d'elle. Le feu qui avait commencé dans le miroir n'avait pas commencé avec de l'argent ou une flamme. Tout avait commencé avec le pouvoir silencieux et dangereux de la croyance. Les jours qui suivirent à Saint-Aldelme se déroulèrent dans un silence qui persistait rarement dans ces ruelles baignées de soleil. Ce n'était pas seulement la pluie qui ternissait le bavardage habituellement vif du village. C'était un sentiment d'incrédulité partagé. Le vicaire, l'homme qui avait célébré des mariages, pleuré les morts, dirigé les offices de Noël de sa voix chaleureuse de baryton. Il avait discrètement, fatalement, déchiré les fils de la vie de Clarissa Ben. Non par colère, ni par cupidité, mais par quelque chose de plus sombre et de plus familier dans sa respectabilité. La peur de la disgrâce, la peur du scandale, la peur de perdre la face. Miss Marple avait déjà vu ce genre de peur. Lors de réunions de comité, lors de querelles familiales, dans les règles silencieuses et écrasantes de la vie de petite ville. Mais elle l'avait rarement vue aussi dévastatrice, aussi calculée. C'était cet élément qui la entrait, non pas le miroir, ni le fil, mais le choix du moment, la patience de la préparation. Le vicaire avait observé Gilles Marche creuser son propre trou, grâce à un léger ajustement, avait fait en sorte que Clarissa y tombe à sa place. Les funérailles furent discrètes, célébrées dans l'église même que Clarissa avait autrefois décorée de ses compositions florales et de doux chants au piano. Le colonel Ben se tenait, raide, au premier banc, l'air indéchiffrable. Leslie Trureau pleurait doucement à ses côtés, un mouchoir serré dans sa main. Edwin Hargreaves était absent. Il était reparti vers le nord sous une escorte discrète, sa présence au village étant désormais jugée trop fragile et trop douloureuse à supporter. Après la cérémonie, la congrégation se rassembla devant l'église, parapluies ouverts comme des fleurs noires. Miss Marple se tenait aux côtés du sergent Cornish sous l'if ruisselant d'eau, observant plutôt qu'elle ne participait. Elle n'avait pas besoin de mourir, dit Cornish à voix basse. Non, répondit Miss Marple, mais elle était toujours en danger, à sa manière. Tu crois qu'elle aurait fini par découvrir la vérité sur le vicaire? Elle l'avait déjà fait, dit Miss Marple. Elle n'avait simplement pas trouvé le mot juste pour le dire. Elle avait vu Edwin. Certes, mais surtout, elle avait vu comment sa confiance avait été utilisée. Manipulée. Cette dernière semaine, elle avait cessé de poser des questions, non pas parce qu'elle avait cessé de se poser des questions, mais parce qu'elle avait trouvé la réponse. C'est laquelle est devenue dangereuse. Cornish fronça les sourcils. Tu crois vraiment que le révérend voulait la tuer sur le champ? Je pense, dit Miss Marple pensivement, qu'il avait l'intention de contrôler le dernier acte. Gilles a planté le décor. Le vicaire a écrit la fin.
Ils se séparèrent peu après, Cornish pour déposer le dernier rapport et Miss Marple pour retourner à son cottage, où le silence était plus familier qu'inquiétant. Elle fit bouillir de l'eau pour le thé, mesurant soigneusement les feuilles dans la théière. Elle n'avait pas encore touché son tricot. Aujourd'hui, ses mains étaient immobiles. Au lieu de cela, elle se dirigea lentement vers le petit tiroir sous le meuble du salon et en sortit la lettre que Clarissa avait laissée. Non pas la lettre anonyme, mais la vraie, que Miss Marple n'avait découverte qu'après la confession discrète d'Edwin. Pliée dans les pages du journal de Brodollow, Miss Marple l'avait trouvée là, adressée non pas à un ami ou à un parent, mais simplement à celui qui découvre la vérité. Elle l'ouvrit à nouveau, laissant les lignes s'installer en elle. Si j'ai tort, ce sera la dernière de mes bêtises. Si j'ai raison, eh bien, je doute d'avoir le droit d'en reparler. Je vois des masques là, où il y a des sourires. Je vois des ombres derrière la gentillesse. Je ne veux pas vivre dans un village de fantômes. Mais je ne peux pas non plus les fuir. Le miroir ne montre pas ce qu'il y a derrière nous, il montre ce qu'il y a en nous. Je crois que quelqu'un d'autre me regarde déjà. Il observe ce que je choisis de faire de ce que j'ai vu. Clarice. Ces mots n'étaient ni fous ni prophétiques. Ils étaient, au sens le plus clair du terme, vrais. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la remit à sa place. Elle ne croyait pas aux fantômes, pas au sens lamentable et vague du terme. Mais elle croyait aux échos. Et celui de Clarissa était puissant. La semaine suivante, le village avait amorcé son lent retour à la normale. Les commerçants s'activaient avec une détermination renouvelée. Le salon de thé rouvrit ses portes avec une offre de crimpets à prix réduit et une joyeuse rotation des nappes. Même les rumeurs s'étaient tournées, quoique prudemment, vers le mauvais temps et les nuisibles du jardin. C'est au cours d'une de ces courses, un jeudi matin ensoleillé, que Miss Marple croisa le chemin du colonel Ben. Il se tenait devant le monument aux morts, scrutant les noms gravés en bronze comme s'il espérait y trouver le sien. Miss Marple envisagea de passer, il y avait bien des choses qu'il valait mieux taire entre veufs et témoins. Mais quelque chose dans l'affaissement de ses épaules la retint. Elle s'approcha doucement. « Colonel. » Il se retourna lentement. « Miss Marple. » Ils restèrent ensemble pendant un long moment en silence. « J'ai lu sa lettre. » dit-il finalement. « Celle que tu as trouvée. » Miss Marple fit un simple signe de tête solennel. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas erratique. Elle essayait juste de retrouver ses repères. Elle croyait avoir été manipulée, dit Miss Marple. Et c'était le cas. Pas par vous, mais par des gens en qui elle avait confiance. Ben expira. Je ne savais rien pour le miroir. Ni pour le registre. Ni pour Edwin. Je n'en savais rien. Je pensais juste qu'elle s'éloignait de moi. Miss Marple lui jeta un coup d'œil. « Et vous vous éloignez d'elle ?» Un silence. « Oui, dit-il doucement. Mais pas parce que j'ai cessé de l'aimer. Je ne savais simplement pas comment contenir sa peur. » Miss Marple ne dit rien. Il n'y avait vraiment rien à dire. Il lui fit un léger signe de tête et se retourna, marchant lentement sur le chemin vers le verre, où les jonquilles commençaient tout juste à s'ouvrir. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna dans son jardin. Il y avait de la taille à faire, un treillis à réparer, et les rouges-gorges avaient repris courage. Elle travaillait en silence, ses pensées n'étant plus occupées par Clarissa Ben, mais parce que Clarissa avait représenté un rappel, une fois de plus, de la frontière fragile entre vérité et croyance et de la facilité avec laquelle de bonnes intentions peuvent se transformer en fatalité. Alors qu'elle taillait un rosier rebelle, une petite voix retentit de l'autre côté de la haie. « Mademoiselle Marple. » Elle se retourna et trouva Thelma Ridgewell qui regardait à travers le feuillage. « Je voulais juste te dire, merci, dit Thelma, pour ce que tu as fait. Pour Clarissa. » Miss Marple sourit faiblement. J'ai simplement suivi ce que les autres avaient déjà dit. Pourtant, personne d'autre ne l'a vu. On voit ce qu'on est prêt à voir, dit Miss Marple. Clarissa en a trop vu, et personne ne l'a cru avant qu'il ne soit trop tard. Thelma hésita. Tu crois que le village oubliera un jour? Non, répondit Miss Marple. Et c'est tant mieux. Thelma lui fit un signe de tête discret et disparut sur le chemin, laissant l'air immobile et clair derrière elle. Ce soir-là, Miss Marple retourna dans son salon avec son thé et son tricot. Elle monta un nouveau rang, chaque boucle lui étant familière et réconfortante. Dehors, le miroir au-dessus de l'âtre avait été retiré. À sa place, elle avait accroché une aquarelle représentant le jardin de l'église au printemps, cadeau d'une amie de Shipping Cleghorn. Cela ne reflétait rien d'autre que de la couleur. Et cela,
pour l'instant, était suffisant. Les jours passèrent doucement, le village de Saint-Aldelme retrouvant un rythme qui, en apparence, semblait presque inchangé. Mais sous cette apparence placide, quelque chose avait changé. Il y avait moins de conversations interminables dans la file d'attente de l'épicier, moins de regards indiscrets sur les bancs de l'église lors de la messe du dimanche. Ce n'était pas que le village avait oublié ce qui était arrivé à Clarissa Ben. C'était plutôt qu'ils commençaient à le supporter, chacun à leur manière silencieuse. Miss Marple, elle aussi, la portait. Ni mélancolie, ni amertume, mais avec ce poids silencieux et méditatif que suscite le fait de voir les gens se montrer aussi faillibles et prévisibles qu'ils l'ont toujours été. Elle ne s'attardait ni sur le miroir, ni sur le pasteur, ni même sur la retraite paisible d'Edwin dans le Nord. Mais elle pensait souvent aux derniers jours de Clarissa, au doux désespoir de son besoin de clarté, de réconfort, de vérité. C'est dans cet esprit de réflexion que Miss Marple se retrouva un après-midi du début du printemps, assise dans le jardin du presbytère, cette fois en compagnie d'un tout autre personnage. Le nouveau pasteur, un jeune homme enjoué nommé Monsieur Elkin, l'avait invité à prendre le thé dans le cadre de ses efforts pour réintégrer le presbytère à la vie du village. Il était sérieux, terriblement poli, et avait le menton qui tremblait légèrement lorsqu'il était nerveux. Il lui versa une tasse de Darjeeling avec une grande concentration, comme si la force du thé dépendait d'une infusion appropriée. « J'espère que vous pardonnerez les meubles, » dit-il en jetant un coup d'œil aux chaises en rotin. La plupart des affaires de l'ancien curé ont été emportées, bien sûr. Il y a un débarras rempli de meubles dépareillés, si jamais vous voulez bien m'aider à les trier. Miss Marple sourit. Je n'ai jamais résisté à une bonne fouille. Il se détendit légèrement et s'assit en face d'elle, prenant un scone sur le plateau d'une main respectueuse. Ils m'ont raconté un peu ce qui s'est passé. Avec Clarissa Ben, eh bien, le reste. Je dois avouer que ça ressemble à un de ces romans affreux que ma tante garde près de son lit. Miss Marple contemplait le jardin, où les rosiers avaient été taillés à blanc, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer ce qui y avait poussé. La fiction ne fait souvent que refléter la vérité, mais rarement aussi discrètement. Monsieur Elkin hocha la tête, puis hésita. Il y a quelque chose d'étrange, je suppose. Je suis tombé sur une boîte à la cave il y a quelques jours. Elle contenait des papiers, surtout de vieux ordres de service et des bulletins d'information. Mais au fond, il y avait plusieurs notes manuscrites, comme dans un journal, mais sans étiquette claire. Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers lui. De qui est-ce l'écriture? C'est ça qui est étrange. Je crois que c'était celui de l'ancien vicaire. Mais c'est différent de ses sermons. Plus personnel. Des fragments, en fait. Je n'y comprenais pas grand-chose. Seriez-vous prêt à me laisser y jeter un œil? Il hocha aussitôt la tête. Je voulais te demander si tu voulais bien les prendre. Je pensais que tu saurais si c'était important, ou juste les divagations d'un homme à bout de nerfs. Il sortit la boîte peu après, simple, abîmée, son contenu enveloppé dans du papier craft doux et noué d'un ruban délavé. Miss Marple l'accepta sans un mot, l'esprit déjà attentif au léger tremblement sous ses côtes qui l'agitait toujours lorsqu'une histoire n'avait pas encore tout à fait fini de se raconter. De retour dans son salon, elle déballa le paquet avec soin, étalant les pages sur la table comme les pièces d'un puzzle à moitié terminé. L'écriture était indéniablement celle de Simon Hargreaves, nette, penchée vers la droite, de plus en plus irrégulière dans les dernières pages. Certaines notes n'étaient que de simples phrases, d'autres plus longues, plus méditatives. À première vue, elle semblait confuse et anxieuse. Mais à mesure qu'elle lisait, un motif commençait à se dessiner. Ça aurait dû se terminer avec Gilles. Mais elle est venue me poser des questions. Pas sur l'argent, mais sur Edwin. Sur le jardin, sur les histoires qu'il lui racontait enfant. Je ne lui ai rien dit. Mais elle savait déjà. Un autre. Elle pensait que le miroir révélait quelque chose. Mais c'était elle qui montrait tout. Ses yeux, toujours interrogeants. Et puis ceci, plus tard. J'ai essayé de parler à Edwin, de lui faire comprendre. Mais il a pleuré. Il m'a dit qu'elle avait posé des questions sur 1912. Comment aurait-elle pu savoir? Il m'a supplié de ne pas le raconter. Je lui ai promis de le faire. Miss Marple s'arrêta, les yeux plissés. 1912. Clarissa n'avait pas seulement appris le retour d'Edwin, elle avait appris quelque chose d'Edwin. Quelque chose d'enfoui, non seulement émotionnellement, mais aussi factuellement. Un événement,
peut-être, ou un secret longtemps gardé. Et cela avait suffisamment ébranlé Edwin pour qu'il implore le silence. Cela avait suffisamment ébranlé Simon Hargreaves pour qu'il tue pour cela. Mais que s'est-il passé en 1912? Elle a parcouru le reste des pages jusqu'à ce qu'elle trouve le dernier fragment, à peine lisible. Le feu dans le miroir était toujours mien. Je n'aurais jamais dû lui dire qu'Edwin était devenu fou à cause du jardin. C'était un mensonge. Il n'était pas faux. Il avait vu quelque chose. Nous l'avons vu tous les deux. Miss Marple posa lentement la page. Le jardin. Son esprit revint à Broad Hollow. Les haies négligées, le buisson de lilas pressé contre le mur de pierre, les rosiers envahis par les ronces. Elle prit son parapluie et son manteau sans hésitation. Broad Hollow se trouvait juste au-delà des limites du village, silencieux sous la brume naissante du début de soirée. La clé fonctionnait encore. L'air à l'intérieur était lourd et vicié, mais Miss Marple traversa sans s'arrêter, se dirigeant directement vers la porte arrière qui menait au jardin. Il ne restait plus qu'un verre emmêlé. Mais la forme des anciens sentiers était encore visible sous le tapis de feuilles mortes. Et au-delà, près du mur de pierre du fond, s'étendait une parcelle de terre remuée, fraîche, pâle, comme si quelqu'un avait récemment gratté la surface. Miss Marple s'agenouilla. Le sol cédait facilement. À quelques centimètres en contrebas, sa main effleurait le métal. Elle le déterra lentement, une boîte en fer blanc brûlé, légèrement déformée au coin. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres. L'encre avait pâli par endroits, mais celle du dessus portait clairement l'adresse. À Edwin, de la part de H. Elle le lut là, assise sur un pavé fissuré, tandis que le jardin s'assombrissait lentement autour d'elle. La lettre était datée de 1912. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu as essayé de parler. Mais je ne peux pas les laisser salir la réputation de père. Ils diront que c'était un meurtre, mais ce n'en était pas un. C'était un accident. Je te jure, Edwin, il voulait seulement effrayer M. Langlais, pas le tuer. Mais la lampe est tombée, et le miroir s'est brisé. Et il y a eu du feu. Tellement de feu. Miss Marple restait assise, très immobile. Clarissa avait découvert ça. Ou Edwin le lui avait dit. Peut-être les deux. Et ce n'était pas seulement une honte familiale, c'était un décès. Couvé. Imputé, très probablement, à un accident. À une maladie. À Edwin. C'était la vérité que Simon avait tenté de garder enfouie. C'était pour la protéger qu'il l'avait tuée. Ce n'est pas un scandale. C'est un péché. Elle plia soigneusement la lettre, et debout, regarda autour d'elle dans le jardin. Les roses étaient fanées depuis longtemps, mais les racines restaient, endormies. Alors qu'elle retournait dans le crépuscule, elle ne pensait ni à la culpabilité, ni au châtiment, mais au nombre de crimes qui commencent non pas par la malveillance, mais par la peur. Et comment? Le plus souvent, la vérité refleurit, même sur un sol imprégné de silence. Le lendemain matin, le ciel était clair et le vent juste assez fort pour dépouiller les haies de leurs dernières fleurs. Miss Marple était assise à sa table de cuisine, la boîte en fer blanc de Broad Hollow à côté d'elle, le feu fraîchement attisé, et ses pensées se tournèrent non vers l'avenir, mais vers le poids du passé qui était enfin, irréfutablement, revenu. Elle parcourut lentement les lettres restantes dans la boîte. Elle dressait un tableau depuis longtemps effacé de la mémoire collective de Saint-Aldelme. En 1912, un certain Harold Langlais, avocat d'Exeter, avait visité le presbytère. Il était en négociation au sujet d'une délimitation litigieuse d'un terrain ecclésiastique. Un désaccord, violent et soudain, selon les lettres, avait éclaté entre M. Langlais et le révérend Hargreaves senior. Edwin, témoin de l'incident, avait tenté d'intervenir. Une lanterne avait été renversée. Un miroir au-dessus de l'âtre avait volé en éclats. Étage M. Langlais était mort des suites de brûlures subies avant qu'on puisse le sauver. La version officielle des événements était simple. Un tragique accident. M. Langlais s'était évanoui, ou peut-être avait glissé, et le feu avait rapidement pris. Mais ces lettres racontaient une autre histoire. Le révérend Hargreaves avait voulu menacer, et non tuer. Edwin en avait trop vu et était hanté par la vérité depuis des décennies. C'était cet événement, et la culpabilité qui l'entourait, qui avait, au fil du temps, rongé son esprit. Et c'est ce même souvenir réveillé par les questions de Clarissa, ses découvertes, sa capacité à relier le passé au présent qui avait poussé Simon Hargreaves à la faire taire. Miss Marple comprit désormais que ce n'était pas pour Edwin. Pas uniquement, mais parce que lui aussi était là cette nuit-là. Un garçon de 15 ans, silencieux, effrayé,
complice. Miss Marple plia la dernière lettre avec le plus grand soin. Elle ne les transmettrait pas aux autorités. C'était une certitude. Les conséquences juridiques étaient sans objet. Hargreave père était décédé depuis longtemps, et Simon Hargreave en avait déjà payé le prix, dans la honte et l'exil, voire en années. Non, cette vérité n'était pas de celles qui faisaient les gros titres. Elle méritait d'être mise au placard. En milieu de matinée, elle s'était rendue au petit bureau où le sergent Corniche triait un carton de vieux dossiers. Il leva les yeux à son arrivée et hocha la tête avec un soupir, suggérant qu'il l'attendait. « J'ai rédigé le rapport final, » dit-il. « J'ai laissé de côté les lettres. Il n'y a aucune raison de rouvrir une tombe datant d'avant la guerre. » Miss Marple lui a quand même tendu la boîte en fer blanc. « Pour mémoire, » dit-elle. « Pas pour des poursuites. Mais l'histoire a sa propre forme de justice. Elle mérite d'être connue, même discrètement. » Corniche regarda la boîte, puis la regarda de nouveau. « Je suppose que nous lui devons ça. » Il n'avait pas besoin de demander de quelle personne elle parlait. Plus tard dans l'après-midi, le village connut sa première journée vraiment ensoleillée depuis des semaines. Les fleurs des magnolias avaient commencé à tomber et les bourdonnaient faiblement du retour des abeilles. C'était un jeudi, et Miss Marple avait invité quelques amis proches à prendre le thé, comme elle le faisait souvent lorsque le temps changeait et que le pire était passé. Madame Bantry arriva avec une tarte à la rhubarbe, affirmant ne pas l'avoir préparée elle-même, mais ne parvenant pas à cacher la fierté qui se lisait dans ses yeux. Mademoiselle Weatherby apporta une petite boîte de sablés. Et Thelma Ridgewell arriva, les mains jointes et avec une sorte de révérence silencieuse, comme si elle comprenait sans qu'on le lui ait dit, que ce rassemblement marquait bien plus que la fin de la pluie. Ils étaient assis dans le salon, le feu éteint, le foyer éteint et la nouvelle aquarelle brillant doucement dans la lumière de l'après-midi. « Alors, » dit Madame Bantry en servant de la crème avec beaucoup de sérieux, « maintenant que nous avons tous cessé d'être assassinés dans nos jardins et nos miroirs, cela signifie-t-il que nous pouvons recommencer à nous inquiéter du stand de confiture du Wisconsin? » « Il y a toujours de quoi s'inquiéter au stand de confiture du Wisconsin, » dit sèchement Miss Weatherby. Miss Marple sourit mais ne dit rien. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers Clarissa. Comment elle avait traversé le village avec cette grâce de porcelaine, sa voix douce, son esprit curieux qui avait sondé des ombres que d'autres avaient depuis longtemps ignorées. Finalement, Clarissa n'avait pas été victime de la folie, ni simplement victime des ragots du village. Elle avait été une chercheuse de vérité. Et cela, Miss Marple le savait mieux que quiconque, était la chose la plus dangereuse à vivre dans une paisible paroisse anglaise. « Je crois, » dit-elle, une fois les autres partis et la salle silencieuse, que les gens croient que le silence est une forme de protection. Que si on ne dit rien, on ne peut pas nuire. Mais le silence ne protège pas, il préserve. Et avec le temps, ce qui est préservé se gâte. Thelma, la dernière à rester, hocha lentement la tête. « Vas-tu parler des lettres à tout le monde? »« Non, » répondit Miss Marple. « Pas tout le monde. Mais quelqu'un les trouvera un jour. Et peut-être comprendront-ils mieux ce qu'il en coûte de garder des secrets dans un endroit où tout le monde regarde, mais aussi peu voit vraiment. » Thelma se leva, un peu hésitante. « Je pense que Clarissa aurait apprécié. Elle l'aurait fait, acquiesça Miss Marple. Et elle m'aurait peut-être demandé de lui tricoter quelque chose pour l'hiver, maintenant qu'elle ne se sentait plus aussi seule. » Elle regarda Thelma partir, puis se dirigea vers la fenêtre, où le soleil commençait à décliner sous la crête. La lumière caressait tout doucement maintenant les pierres tombales du cimetière, la rangée d'arbres au loin, le chemin qui menait à Brodolo. Elle se détourna de la fenêtre et reprit enfin son tricot, les aiguilles claquant doucement dans le silence. Un autre rang fut monté. Une autre boucle se forma. Le rythme de l'ordinaire reprit, comme toujours, même après l'extraordinaire. Dehors, une nouvelle jeune fille avait emménagé dans la maisonnette à côté du bureau de poste. Elle plantait des tulipes, les mains déjà couvertes de terre et déterminée. Le facteur avait changé sa sonnette de vélo. La cloche de l'église avait été remise en place et sonnait légèrement faux, ce qui en agaçait certains et en charmait d'autres. Le village s'en souviendrait. Pas tout, mais suffisamment. Et Miss Marple, comme toujours, resterait non pas comme une gardienne de secrets, mais comme une gardienne silencieuse de la vérité, prête avec du thé, une aiguille pointue et un esprit qui ne manquait de rien. Le feu qui avait pris naissance dans le miroir avait consumé mensonge, culpabilité et silence. Mais ce qui restait toujours, était ceci. La nature humaine ne peut rester cachée éternellement. Elle finit toujours par refaire surface.
Et quand cela arrive, quelqu'un doit être en train de regarder. Miss Marple l'a toujours été. Le lendemain matin de sa réunion du jeudi, Miss Marple fit une promenade tranquille le long de Saint-Aldelmès, où les champs commençaient à se transformer en douces collines et où les haies bourdonnaient doucement des premières abeilles. Elle ne portait ni sac ni bonnet, juste un châle léger sur les épaules et un pli pensif entre les sourcils. Il restait une personne à visiter. Elle s'engagea dans l'allée menant à la résidence Ben. Le calme s'était installé depuis la mort de Clarissa. Ce n'était plus une maison de rire doux ou de douces notes de piano le soir, mais une demeure qui retenait son souffle. Le lierre avait repoussé sur le côté, et même les rosiers près du portail semblaient moins enthousiastes dans leur floraison. Le colonel Ben ouvrit lui-même la porte. Son visage exprimait la fatigue d'un homme qui avait enduré le scandale sans être libéré de ses reproches, un exil particulier. « Mademoiselle Marple, dit-il avec une formalité fatiguée. « Puis-je entrer » demanda-t-elle doucement. Il s'est écarté. Ils étaient assis dans le salon, la chambre de Clarissa, toujours intacte. Le même miroir était toujours là, au-dessus de la cheminée, bien qu'il ait été poli à l'extrême. Seule sa présence manquait. « Je ne veux pas vous déranger, » commença Miss Marple, « mais j'ai pensé qu'il était normal que vous entendiez toute la vérité. » Ben ne répondit pas, il la regarda simplement avec ses yeux creux. « Voyez-vous, colonel, poursuivit-elle, Clarissa n'est pas morte à cause des ragots, ni de la nervosité, ni même de ce miroir. Elle est morte parce qu'elle a eu le courage d'affronter le passé, celui de votre famille, autant que celui de n'importe qui. Ma famille. » Sa voix était rauque. Elle a trouvé les lettres. Celles que ton père avait écrites à Edwin, après l'incendie de 1912. Il s'est rassit, visiblement abasourdi. Je ne savais pas qu'il y avait des lettres. Elle les a trouvées enterrées dans le jardin de Brodolo. Votre père, le révérend Hargreaves Senior, était impliqué dans la mort de M. Langley. Il a tenté de l'effrayer et l'incendie s'est terminé par un incendie. Clarissa a découvert le mystère. Edwin le lui a avoué. Et elle a raconté à votre frère, Simon. La voix de Ben était basse. Il n'a pas dit un mot. Non, il ne le ferait pas. Il voyait sa découverte comme une menace. Non seulement pour la fragilité d'Edwin, mais pour tout ce que ta famille avait bâti dans ce village. Pour l'illusion d'un héritage sans tache. Alors il a assuré son silence. Non pas par malveillance, je pense, mais par calcul. Il savait que Gilles Marsh avait installé quelque chose pour l'effrayer. Il lui suffisait de rendre cela fatal. Ben fixa l'hâte. Et maintenant, tout cela n'a servi à rien. Non, répondit doucement Miss Marple. Clarissa Bowlight la vérité. Et maintenant, elle est là. Ce n'est pas rien. Il la regarda alors, une lueur faible brillait dans ses yeux. La honte, peut-être, ou le premier élan d'un chagrin longtemps retardé. J'ai cru qu'elle se perdait, vers la fin, à parler de reflets et de voix. Mais elle n'était pas folle, si? Non, répondit Miss Marple. Elle était simplement entourée de menteurs. Elle le laissa là. Il n'y avait rien d'autre à dire, et aucune excuse ne pouvait être présentée. Il resta dans le salon, contemplant son reflet dans le verre poli, même si ce qu'il y voyait lui seul le saurait. Alors qu'elle traversait le village, les gens lui adressèrent un signe de tête. Monsieur Fletcher, le garçon boulanger, la veuve Calthorpe, et même la jeune Horace qui avait un jour qualifié Clarissa de « trop fragile pour passer l'hiver ». Plus personne ne parlait de l'affaire, mais la façon dont il saluait Miss Marple avait changé. Il y avait désormais un respect plus profond, une gratitude tacite pour la façon dont elle les avait guidés discrètement à travers le labyrinthe qu'ils avaient eux-mêmes créé. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise dans son jardin avec un châle chaud et les débuts d'un nouveau cardigan sur ses aiguilles, le sergent Cornish arriva à sa porte. « C'est fait, » dit-il avec un léger hochement de tête. « Les rapports sont déposés, rien n'est laissé au hasard. L'inspecteur Grave a tout signé. On parle d'une mésaventure, comme en témoignent les aveux de Marsh et la note finale de Simon. » Miss Marple émit un léger bourdonnement approbateur. « C.A.I.R.A. Cornish Essatarda. C'est drôle, vraiment. Toute cette planification astucieuse, cette manipulation minutieuse. Et tout a été pulvérisé parce qu'une femme a posé la bonne question pour la mauvaise année. C'est souvent comme ça, dit Miss Marple. La plupart des meurtriers s'efforcent trop de cacher le comment. C'est le pourquoi qui les fait tomber. » Cornish hocha de nouveau la tête, souleva son chapeau et s'engagea dans la ruelle. Miss Marple s'y remit à tricoter. Une maille, puis une autre.
Clarissa Ben n'avait pas été la première à disparaître à Saint-Aldelme. Elle ne serait pas la dernière non plus. Mais sa voix, si douce fut-elle, avait révélé non seulement un meurtrier, mais une vieille injustice, enfouie sous des années de silence et d'orgueil. Elle avait été l'étincelle qui avait allumé la mèche de la vérité. Le feu avait pris naissance dans le miroir, certes, mais il avait fini dans un jardin qui, avec le temps et l'attention, pourrait à nouveau faire pousser quelque chose d'honnête. Miss Marple regarda les roses qui commençaient à peine à bourgeonner et s'autorisa un rare sourire. Après tout, la justice n'est pas toujours arrivée avec des sirènes ou des gros titres. Parfois, il portait un châle, versait du thé et savait simplement écouter.